Bonjour Ségolène Royal. Bonjour. Merci d'être à mon micro ce matin. Vous êtes présidente de Désir d'avenir pour la planète. Vous êtes ancienne ministre de l'écologie, ancienne candidate bien sûr à la présidentielle. Une nouvelle souche du virus en Grande-Bretagne qui reconfine. L'Italie qui reconfine. L'Allemagne qui a fermé tous ses commerces et ses écoles. Aux Pays-Bas, tout est fermé également. Le nombre de cas positifs en France qui reste très élevé. 12 799 nouveaux cas ces dernières 24 heures. Et tout ça à 3 jours de Noël. Vous, aux manettes, vous feriez quoi aujourd'hui ? D'abord, je voudrais saluer le courage du gouvernement britannique, qui aurait très bien pu cacher l'information. Quand le virus est arrivé en Chine, on n'a pas eu l'information tout de suite. Parce qu'il fallait quand même courageux, avoir le souci de la transparence, le souci de la protection des autres, pour alerter tout de suite. Et d'ailleurs, une prise de risque aussi, avec les risques économiques que cela engendre, avec la fermeture des frontières. Donc ça, c'est assez remarquable. Et c'est le signe d'une grande responsabilité. Et par rapport à cette prise de responsabilité du gouvernement britannique, il faut essayer de réagir collectivement. Ce qui frappe, ce qui inquiète. Pour l'instant, les décisions, elles sont un peu unilatérales et elles sont au cas par cas. La France a fini par fermer toutes les liaisons depuis la Grande-Bretagne. Voilà, on s'étonne qu'il n'y ait pas un débat d'abord, même s'il est bref, même si ça dure une journée, et puis une décision coordonnée au niveau européen. Ça va avoir lieu, mais en attendant, ils ont tous mis sur pause, effectivement, le temps justement de pouvoir mettre en place une réponse coordonnée. De façon quand même un petit peu désordonnée, et je crois que dans toute cette gestion-là, il faut de l'ordre, et de la transparence, on y reviendra sans doute, de la transparence, de l'ordre et du débat démocratique. Maintenant, ce que disent les médecins, moi je ne sais, c'est pas ma spécialité, mais le fait de la mutation des virus, c'est quelque chose qui est très connu. Le virus de la grippe, il mute tous les ans. D'ailleurs, le vaccin contre la grippe s'adapte tous les ans. Donc peut-être qu'on rentre dans cette phase de mutation du virus. Peut-être que cette mutation sera moins dangereuse. Il faut l'espérer parce apparemment il circule plus rapidement, mais rien ne dit qu'il soit plus dangereux et rien ne dit que le vaccin qui est en préparation ne sera pas efficace également contre ce virus qui a muté. Donc on attend les décisions collectives. En attendant la décision de couper toutes les liaisons avec la Grande-Bretagne. D'ailleurs, ça s'est fait de manière unilatérale. Les Anglais ne le souhaitaient pas forcément. Tout est à l'arrêt, y compris les denrées, les marchandises. C'est quand même une bonne décision. C'est une décision que vous auriez prise ? Ce qui est plus étonnant, c'est pourquoi est-ce que les frontières n'ont pas été fermées plus tôt. D'une façon générale, les Français ont été confinés chez eux. Les frontières autour des cafés, des restaurants, des bibliothèques et des librairies, d'une certaine façon, c'est un système de frontières, puisque c'était interdiction d'ouvrir. C'est comme si on avait mis des frontières partout en France contre un certain nombre de professions. Et puis les frontières étaient ouvertes à tous les vents, sans aucun contrôle. Donc ça remet peut-être aussi les choses dans l'ordre par rapport aux priorités et par rapport à la gestion. On aurait dû fermer les frontières. Bien évidemment. Tout le monde pouvait rentrer sans aucun contrôle. Donc alors que les Français subissaient un confinement très très dur, les voyageurs pouvaient continuer à entrer en France, et continuent d'ailleurs à entrer en France sans aucun contrôle. Aujourd'hui, vous metteriez... Sans aucune prise de température. Je mettrais bien sûr des contrôles, au moins la prise de température. Alors la prise de température, c'est le cas, notamment quand on arrive dans les aéroports français. On a une prise de température. Pas vraiment. Il n'y a pas les tests. Il devrait y avoir des tests à la sortie des pays concernés, y compris pour les Français qui se rendent. Il faut que ça soit réciproque. Mais il est quand même tout à fait... En Espagne, par exemple, pour aller en Espagne, il faut un test PCR. Mais pour les Espagnols qui viennent en France, il ne faut pas forcément de test PCR. Voilà. Donc il faut de la cohérence par rapport à ça. On ne peut pas subir un confinement très dur avec les dégâts psychologiques, économiques, médicaux, parce que les autres maladies sont moins traitées à l'hôpital, comme vous le savez, et ne pas prendre des dispositions cohérentes sur les déplacements internationaux. Donc je voudrais bien comprendre, vous aux manettes, vous fermeriez les frontières, y compris au sein de l'espace Schengen, et vous imposeriez un test PCR négatif pour rentrer ? C'est fermer les frontières à ceux qui sont positifs, oui. Voilà. C'est quand même la moindre des logiques. Test obligatoire pour tous pour rentrer sur le territoire, d'où qu'ils viennent. Bien sûr, vous ne pouvez pas, je le répète, confiner les Français comme ils l'ont été et ne pas confiner ceux qui rentrent et laisser rentrer sur le territoire des cas positifs. C'est incohérent. Et peut-être que si ça avait été fait, aujourd'hui, il y aurait moins de cas en France.
Mais là, comme vous le dites, nous approchons Noël et c'est vrai que cette nouvelle est un peu anxiogène, une fois de plus. Donc il est très important que les fêtes de Noël se passent de façon apaisée, puisqu'on est quand même dans l'anxiété, dans la peur, dans la tristesse, dans la solitude, et encore plus là au moment des fêtes de Noël. Donc il faut que l'information soit parfaitement maîtrisée pour ne pas ajouter de l'anxiété. L'information maîtrisée, on a bien compris sur les frontières. Noël en famille. Est-ce qu'il faut laisser les Français, malgré tout, partager ce moment en famille ? Mais bien sûr. Vous savez, c'est essentiel. On a beaucoup débattu sur ce qui est essentiel et sur ce qui ne l'est pas. La famille, c'est quelque chose d'essentiel. Les liens familiaux, parce que même vous voyez, dans les familles qui n'ont pas l'occasion de se voir tout au long de l'année, les fêtes de fin d'année, c'est un moment de ressourcement absolument crucial. Vous voyez, ça fait penser à cette belle phrase d'Edgar Morin, à force de s'occuper de l'urgence, à force de s'occuper essentiellement de l'urgence, on en oublie l'urgence de l'essentiel. Mais si on ne prend pas en compte davantage le besoin d'humanité, le besoin de relations amicales, familiales, fraternelles, en effet, les Français vont aller moins bien. Et quand on va bien sur le relationnel humain, on va mieux aussi sur la santé. Vous voyez, on fabrique des anticorps quand on est heureux. On fabrique des anticorps quand on est heureux. Bien sûr. Alors que quand on a peur, attrape moins le Covid si on est heureux. On est moins malade, on est beaucoup plus malade si on a peur. Mais est-ce que les médecins qui attrapent le coronavirus sont malheureux ? Non, on va pas aller jusque-là, mais je veux dire être heureux et être bien stabilisé et donc avoir des opportunités de ressourcer sa dimension psychologique, sa dimension affective, son relationnel humain, bien sûr que ça aide à aller mieux. J'ai quand même du mal à vous suivre parce que le relationnel humain, c'est aussi ce qui propage le virus quand même. Mais on peut faire du relationnel humain avec la distanciation, bien sûr. Mais vous voyez, cette dimension humaine, elle n'a pas été assez prise en considération et elle doit l'être davantage. Mais Ségolène Royal, vous dites la famille c'est essentiel. Alors bien sûr, on est tous d'accord, la famille c'est essentiel, mais c'est aussi, et ça a été prouvé par toutes les études, l'un des lieux où l'on se contamine le plus. Oui. Est-ce qu'il faut, malgré tout, être plus contraignant sur ces vacances de Noël, ou en tout cas inciter davantage les Français à vraiment faire attention ? Mais c'est déjà très contraignant. On a suffisamment infantilisé les Français au cours de la gestion. Moins qu'à l'étranger. Quand on regarde, en Allemagne, on a le droit d'avoir 2 personnes. En Belgique, 1 personne. Oui, entre ce qui est dit et ce qui est fait, il faut voir aussi la distanciation. Moi, j'ai beaucoup d'amis en Italie. Tous les jours, on annonce des serrages de vis, pour utiliser un mot détestable, en Italie. Non, les gens vivent normalement et continuent à circuler normalement. Donc, entre ce qui est annoncé et ce qui est réellement fait, il y a un décalage. Il y a parfois un décalage. Mais je crois qu'il ne faut pas davantage infantiliser les Français. Ça, c'est bon, on a compris les distanciations, on a compris qu'on pouvait garder le masque lorsqu'on n'est pas en train de déguster le réveillon de Noël. On a compris qu'il fallait faire attention. On a compris qu'il fallait pas être très nombreux. Maintenant, laissons les Français se responsabiliser. Surtout s'il y a des décisions incohérentes. Je vais vous donner une autre décision incohérente qui a été prise récemment. Le jour où il y a eu le couvre-feu, il y a quelques jours là, qui est passé d'ailleurs de 22h à 20h, c'est-à-dire qui a frappé très directement tous les restaurateurs qui s'étaient organisés pour la livraison à domicile. Je ferme la parenthèse. Parce que les décisions, elles doivent être prises aussi en concertation avec les gens qui souffrent, avec les gens qui travaillent, avec les gens qui continuent à faire vivre le pays. On n'a plus le droit, en effet, d'aller chercher le jour même, dans les restaurants. Le jour même, on a supprimé l'attestation. Comment voulez-vous que l'on y comprenne quelque chose ? Et d'ailleurs, le lendemain même, il y avait des embouteillages dans toutes les villes. Oui, donc, mais c'était le principe, c'est-à-dire qu'on passait de... Mais non, l'attestation, c'est pour la journée. Oui, mais la journée, il y a toujours une libre circulation maintenant. Mais il y avait une attestation avant. Donc pourquoi est-ce qu'on n'a pas maintenu l'attestation en mettant un couvre-feu un peu plus tard qui permettait de protéger les restaurateurs ? Donc ce que je veux dire par là, c'est que... C'est parce qu'en fait, on était dans le confinement, donc on n'avait plus le droit de circuler, donc on avait besoin d'une attestation, et on passe au couvre-feu, donc la journée, on a le droit de circuler. Mais c'est absurde. Vous auriez voulu... Mais c'est absurde. Vous auriez voulu C'est absurde, c'est-à-dire on rechange des règles en frappant une profession d'ailleurs très directement qui continuait à travailler durement, qui s'était adaptée, qui avait gardé les emplois, etc. Et puis on a tout relâché dans la journée.
Donc les restaurateurs, ils n'ont rien compris. On relâche dans la journée, donc on fait recirculer le virus dans la journée. Et on arrête à 20h au lieu de 21h ou 22h, au lieu de dire, voilà, vous pouvez sortir, mais vous rentrez ensuite dans une limitation de temps. Pour vous, Ségolène Royal, il aurait fallu on va pas maintenir une interdiction de circuler dans la journée. C'est pas une interdiction, c'est une attestation. L'attestation, c'est pour déroger à l'interdiction. Ben oui. Donc vous auriez maintenu une interdiction de circuler dans la journée. Vous mettez une interdiction à 20h, radicale, et vous supprimez l'organisation souple de la journée qui nécessitait juste une attestation. Ce que je veux dire par là, on ne va pas s'apesantir trop. Non, mais je voudrais parce que j'entends les gens... Donc, on aurait dû maintenir l'interdiction de circuler la journée. Compris. Les attestations, oui. Parce que regardez, les gens, vous pouvez quand même faire leurs courses avec leurs attestations, c'était quand même très souple. Mais le fait de faire mais on ne pouvait pas se déplacer à plus de 20 km, par exemple. Donc, on a changé, c'est pas vrai. Il y a eu l'autorisation de changer le départ. Avec l'attestation, si on enlève. Avec l'attestation, on peut changer. On peut partir un week-end avec l'attestation, rejoindre sa famille, limiter avec l'attestation. Donc on aurait eu le droit de tout faire dans la journée, mais il aurait quand même fallu faire une attestation. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est un changement permanent des règles, sans évaluer l'étude d'impact de ces règles. Et c'est un principe démocratique, l'étude d'impact. C'est-à-dire quand un responsable politique prend une décision, il réfléchit aux conséquences de cette décision. Quand du jour au lendemain, on remplace attestation par un couvre-feu qui frappe toute une profession, non, ça ne va pas. Ségolène Royal, vous auriez voulu qu'on teste, mais est-ce qu'on a le temps de tester ? Qu'on teste toutes ces mesures, vous dites qu'il faut les tester parce que sinon c'est antidémocratique. Oui, pourquoi ? Mais on les teste, c'est-à-dire on consulte, on les prend démocratiquement. La France est le seul pays où les décisions sont prises dans un cercle aussi restreint et sont prises dans le secret d'un conseil de défense. Ouais. La France est le seul pays européen qui a inventé un conseil de défense pour prendre des décisions de façon secrète, sans en référer à personne, même pas au Parlement, même pas aux commissions parlementaires qui s'occupent des problèmes de santé. Parce qu'ils ont quelque chose à cacher ? Parce qu'ils sont dans un dérive autoritaire, mais l'autorité, elle n'est pas garante d'efficacité. L'autoritarisme n'est pas... On a besoin d'autorité, de juste autorité, mais l'autoritarisme, c'est-à-dire la décision prise dans un cercle de pouvoir restreint qui n'a pas de légitimité démocratique, alors que vous avez un Parlement, une Assemblée nationale, un Sénat, des associations de maires qui ont une légitimité démocratique et qui pourraient très bien être saisies dans la journée des intentions du gouvernement pour faire remonter l'intelligence des territoires et l'intelligence collective, c'est un dysfonctionnement inquiétant de nos institutions et c'est même pas une garantie d'efficacité. Vous voyez, si c'était qu'un dysfonctionnement théorique, c'est déjà un problème. Mais ça produit de l'inefficacité et de l'incohérence. Il y a une dérive autoritaire. Vous pesez vos mots. Il y a une dérive autoritaire aujourd'hui d'Emmanuel Macron. Du processus de décision. Oui, du gouvernement, du processus de décision. Mais tout le monde le constate. Puisque même le Parlement n'est pas saisi. Il y a des commissions parlementaires compétentes au Parlement. Donc elles devraient être... qui sont compétentes sur les questions de la santé. C'est un mépris des règles démocratiques. Je pense qu'il y a une forme d'immaturité et de méconnaissance des profondeurs de l'intelligence des Français, de leurs élus, de leur territoire et ailleurs, où c'est géré autrement. Je lisais par exemple une étude d'un anthropologue qui dit, parce que tout le monde s'étonne que le virus en Afrique n'ait pas circulé plus fortement, oui. Vous le savez. Hein. Et une des explications, c'est la décision communautaire. C'est-à-dire à l'africaine, c'est-à-dire on décide, il y a des comités des sages, il y a des communautés villageoises, le gouvernement donne les instructions et les communautés villageoises se prennent en charge. En France, vous avez encore un système, alors qu'on nous avait promis le contraire, un système très verticalisé où même les corps intermédiaires ont été effacés du processus de décision. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que si on doit avoir une troisième vague, et si le virus ne va pas disparaître du jour au lendemain. Donc je pense qu'il est plus que temps de réfléchir au processus de décision démocratique et gouvernementale qui doit permettre une plus grande efficacité. Qu'est-ce que c'est qu'une plus grande efficacité ? C'est un pays où chacun sait ce qu'il a à faire, où il peut faire fonctionner son intelligence, pas uniquement la peur
et l'obligation d'obéir comme un enfant. Et où il n'y a pas ce flou dont vous nous parlez à l'instant. Et surtout où chacun est à sa place en sachant qu'il a une marge d'action, une marge de prise de responsabilité par rapport aux objectifs. Ségolène Royal, vous nous parliez à l'instant de la solitude de la décision. De fait, il y a une solitude qui est imposée à Emmanuel Macron puisqu'il est malade et donc il est à l'isolement à Versailles dans la résidence de la Lanterne. À la faveur de cette annonce du cas positif d'Emmanuel Macron et pour tracer du coup les cas contacts, on a découvert le dîner de mercredi soir dernier, visiblement un dîner au format régulier, un dîner avec tous les décideurs politiques à l'Élysée autour d'Emmanuel Macron. Ils étaient 12 autour de la table, que des hommes. Est-ce que ça vous a surpris ? Il y a plusieurs questions dans votre question. Que des hommes. D'abord, je voudrais bon rétablissement. Je devais distinguer la personne de la fonction. Pour la personne, comme tous ceux qui sont atteints du sida, c'est pas facile, c'est pas drôle. Comme tous ceux qui sont malades du sida ou du Covid ou d'autres choses, je lui souhaite un très bon rétablissement. Pardon pour le lapsus du Covid, mais c'est vrai que ça fait... On a bien compris, quand on dit qu'on est positif, voilà, c'était positif au coronavirus, bien sûr. Et donc, je lui souhaite un très bon rétablissement. Après, la question qui a été posée, c'est de savoir si... au fond, un président de la République ou un gouvernement doit s'appliquer les règles qu'il applique au reste de la population. Là, vous parlez du dîner, 12 autour de la table, alors qu'on nous dit d'être 6. Quand il y a un dîner de 12 ministres ou responsables politiques de haut niveau, c'est au moins 40 personnes. Parce que faut le savoir, ça. C'est quand même les chauffeurs, les officiers de sécurité, le conseiller qui accompagne le Alors, ils ne sont pas ministre, les 40 autour de la table. Ils sont pas. Non, mais ça fait quand même du mouvement, etc. Bon, c'est pas bien grave, mais il faut faire attention parce que quand on dirige un pays, il y a aussi l'exemple. Vous voyez, c'est gouverner par l'exemple. C'est-à-dire, faites ce que je dis et je m'applique à moi-même les règles que je vous somme d'appliquer. Et les Français, on a beaucoup entendu les Français parler, parce que se dire, nous, on est contraints. Et on voit que dans le secret, finalement, des agapes gouvernementales, les règles ne sont pas appliquées. Donc, je pense que c'est mieux de s'appliquer à soi-même les règles que l'on recommande au peuple. Et en effet, c'était en plus un couvre-feu. Oui. La règle, c'était 20h. Mais là, en même temps, quand on est président de la République, on est obligé d'y déroger. Ou est-ce qu'on doit être absolument normal, pour reprendre l'expression de François Hollande ? Il faut que ça soit indispensable. C'est la même règle que pour tout un chacun. Il faut que ces rencontres soient indispensables. 12 hommes ? 12 hommes. Mais ça fait partie de l'élimination que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire du repli sur un groupe restreint. Là, les femmes ne sont pas présentes, mais les catégories populaires non plus, les élus non plus, les maires non plus. Vous voyez, c'est toute une série de catégories qui pourraient aider à un meilleur équilibre des décisions. Vous le dites d'ailleurs, vous dites il est temps qu'une femme soit présidente. Vous pensez évidemment aussi à vous. Aujourd'hui, à l'instant même d'ailleurs où on se parle, la succession de Michel Rubirola est en train de se jouer à Marseille. Vous dites il est temps qu'une femme soit présidente. Il était peut-être temps qu'une femme soit maire de Marseille. En tout cas, c'était même véritablement l'un de ses slogans. En tout cas, l'une des manières de se mettre en avant. Ça n'aura pas duré longtemps. Elle a donc démissionné. Et c'est un homme qui devrait prendre sa place, Benoît Payan. Les habitants de Marseille ont l'impression d'avoir été roulés. Est-ce que vous comprenez qu'elle ait démissionné ? Ça, je ne connais pas ses motivations profondes. C'est sa liberté, en fait. Donc, je pense que ça ne s'apprécie pas en tant que femme ou homme. Vous voyez, son premier adjoint était un homme. Sauf que c'était aussi ce qu'on avait mis en avant. La parité, c'est pas l'élimination des hommes non plus. Hein. Non. Oui. Heureusement. Non, mais je veux dire par là... C'est bon de le dire. Oui, c'est bon de le dire. Son premier adjoint est un homme, c'est lui qui succède. C'est vrai que c'était un événement très très fort de voir une femme arriver à la tête de la ville de Marseille. Mais finalement, voilà, elle démissionne. Ça ne vous chagrine pas plus que ça ? Si, ça me chagrine. Si, parce qu'une fois de plus, c'est une femme qui démissionne. Vous voyez ? Peut-être qu'un homme ne l'aurait pas fait, n'aurait pas... Elle dit au fond qu'elle n'a pas l'énergie. Elle dit qu'il y a des raisons de santé, mais qu'elle ne peut être qu'à 150%, alors que c'est une ville qui demande à 300%. Vous pensez qu'un homme se serait pas posé cette question-là ? Oui, un homme ne serait pas posé cette question-là. Non, un homme ne se serait accroché, aurait trouvé que c'était humiliant de partir. Donc soit on considère au moins qu'elle a l'honnêteté de dire ce qu'elle ressent, mais inconsciemment, c'est pas un bon exemple pour toutes les petites filles, pour toutes les femmes qui ont plus de difficultés à accéder aux responsabilités de direction et de gouvernance et qui voient une femme ne pas tenir finalement
Donc il faut qu'elle ait vraiment des motivations profondes, parce que je sais que c'est aussi une féministe. Donc si elle a pris cette décision, c'est peut-être aussi parce qu'elle ne peut pas personnellement poursuivre. Mais c'est vrai que c'est dur pour les femmes, parce qu'une fois de plus, c'est une femme qui arrive à la tête d'une grande ville, et peut-être qu'elle aurait pu être, je sais pas, aidée, épaulée, se reposer 6 mois, puis revenir à la tête de Marseille, etc. Mais moi, je fais toute confiance à son successeur pour bien gérer cette ville qui a beaucoup souffert de ces années de déshérence. Il y a une femme qui a été très injuriée par des propos antisémites hier. C'est April Benyamoun, c'est Miss Provence, qui a été dauphine du concours de Miss France. Elle a signalé au moment de se présenter que son père était d'origine israélienne, et à l'instant où elle l'a dit sur les réseaux sociaux, ça a été un déversement de haine parce que on l'associait à Israël. Est-ce qu'il y a quelque chose de pourri en France ? C'est abominable que ça puisse exister. C'est atroce que ça puisse exister. En plus, dans le contexte, là, on a suffisamment d'agressions, de violences, d'insultes sur les réseaux sociaux. C'est abominable. Et c'est pour ça aussi qu'il faut, et ça le gouvernement agit dans la bonne direction, qu'il faut remettre de l'ordre sur les réseaux sociaux et pouvoir intervenir, pouvoir réprimer ce déferlement qu'à chaque fois, on s'offusque et puis ça revient. Mais c'est déjà bien qu'on s'offusque. Oui, c'est bien que vous posiez la question, c'est bien qu'on s'offusque, c'est bien qu'on ne cantonne pas ce type de comportement dans les faits divers. Et je trouve ça sain. Peut-être qu'il y a quelques années, on s'offusquait pas assez précisément. Et peut-être que ceux qui sont à l'origine de ces agressions, voyant qu'on s'offusque, vont peut-être aussi réfléchir à leur comportement. Et s'il y a des sanctions sévères, je pense que c'est encore la meilleure solution. Et il y aura des poursuites, puisque il y a des poursuites judiciaires qui vont être données et les auteurs seront punis. Merci Ségolène Royal d'avoir répondu à mes questions ce matin sur RMC et BFM TV. Il est 8h55.